Dans chaque image, une peur se cache. Dans chaque scène, un frisson attend. Le temps s'écoule, 1 minute à la fois. Bienvenue au cœur de l'horreur. Bienvenue dans la pause frayeur. Bienvenue à tous. C'est le moment d'une dose d'horreur. C'est le moment De la pause frayeur. Merci de venir passer votre pause en ma compagnie. Derrière le micro, c'est moi, Sylvain, qui vous guidera pour cet épisode bien spécial. En effet, j'ai l'honneur d'accueillir un invité spécial, le co-créateur de Terreur sur le Pod, le créateur et animateur de Rétro-Terreur, mon collègue, mon ami, Serge Lafrenière. Bonsoir Serge, bienvenue à la pause. Salut Sylvain, merci de m'inviter à ta pause pour ton projet super intéressant. Fait que je suis vraiment content d'être là. Ben, ça fait plaisir. Le podcast d'aujourd'hui, c'est une première partie d'un programme double. Ici, à la pause, on va le faire en 2 sections, puisqu'avec Serge, on va avoir un peu plus de choses à dire. Mais en plus de ça, c'est un prélude à Rétro-Terreur où ce qui va me faire plaisir d'assister Serge pour son épisode sur The Lost Boy. Donc, sans plus tarder, je vous invite à venir avec Serge et moi. On sort le film et on regarde Derrière la pochette. The Lost Boy, 1987. Lucy et ses garçons, Sam et Michael, vont déménager à Santa Clara pour repartir à neuf. Sam va se lier d'amitié avec Alan et Edgar, les Frog Brothers. Michael, pour sa part, va tomber sous le charme de la belle Star. Mais il va réaliser que cette dernière est liée de sang avec David, le chef de la bande. Soudainement, tout va tourner au désastre quand Sam et Michael vont réaliser que Santa Clara est réellement le paradis des créatures de la nuit. Réalisé par Joel Schumacher, selon un scénario de Janine Fisher, James Jeremias et Jeffrey Boehm, avec la musique de Thomas Newman et la photographie de Michael Chapman. Le montage fut réalisé par Robert Brown et le film fut produit entre autres par Richard Donner. Le film met en vedette Jason Patric dans le rôle de Michael, Corey Haim dans celui de Sam, Diane West ou Diane West joue le rôle de la mère Lucy et Barnard Hughes celui du grand-père. Corey Feldman et Jamison Newlander jouent respectivement Edgar et Alan Frog. Edward Herman joue Max pendant que Kiefer Sutherland et Jamie Gers jouent pour leur part les rôles de David et de Star respectivement. Un film, un fan, un scalpel. Le film que nous connaissons et adorons maintenant aurait pu avoir un tout autre look et feeling. En effet, le projet au départ avait une identité totalement différente. Richard Donner, le directeur du film The Goonies, avait comme idée de faire un film de vampires avec des jeunes de 10-12 ans. Donc un Goonies avec des crocs au lieu des pirates. L'idée était basée sur l'histoire générale de Peter Pan. En effet, cette version du script, Sam s'appelait John, Lucy devenait Wendy et David était Peter. Celui-ci transformant les enfants en vampires afin qu'ils ne vieillissent jamais. D'où le titre de The Lost Boy, directement pris de Peter Pan. Les Frog Brothers auraient été des Boy Scouts et les Lost Boys à peine plus vieux que John et Sam. Richard Donner a quitté le projet pour aller tourner Little Weapon. Les producteurs se sont retournés vers Joel Schumacher suite au succès du film St. Elmo Fire. Celui-ci exigea que le scénario soit modifié pour mettre en vedette des adolescents / jeunes adultes parce que c'était plus sexy et plus vendeur selon lui. Donc, out avec Peter Pan, in les manteaux de cuir, les motos, Star et un certain joueur de saxophone bien huilé. Au niveau du look et de l'ambiance et l'aspect plus musical aussi du film, je vais commencer évidemment avec le look. Ben, le film est vraiment emblématique du style des années 80, même poussé à l'extrême. Donc la mode des vampires, blouson en cuir, bottes, jeans déchirés, cheveux longs et volumineux. Il y avait beaucoup de spray net, je pense, de ce film-là. Leur apparence mélange le punk, le rock, l'aspect biker aussi, ce qui les rend rebelles et séduisants. Maquillage et coiffure, peau pâle, regard sombre, coiffure travaillée encore une fois, une beauté dangereuse et provocante.
Contraste visuel, ben, les adolescents normaux ont un look plus simple, même des fois un peu particulier. Là, si on regarde le rôle de Corey Haim, son habillement. Got a problem, guys? Just scoping your civilian wardrobe. Pretty cool, huh? For a fashion victim. Ce qui accentue la différence entre le monde ordinaire et celui des vampires. Et l'aspect iconographie culte, lunettes de soleil la nuit, moto, bande de jeunes marginalisés, image devenue mythique du vampire moderne. Donc le film modernise le vampire, loin du Dracula classique. Ici, il est jeune, sexy et ancré dans la culture pop. Au niveau de l'ambiance, on peut parler du ton et de l'atmosphère, mais c'est un mélange assez particulier. C'est entre l'horreur et l'amusement, je dirais un peu PG-13. Donc le film fait peur, mais garde un ton léger, parfois humoristique. Mike! Start the car! Mike! Mike! We blew it, man. We lost it. Shut up! We unraveled in the face of the enemy. It's not our fault. They pulled a mind scramble on us. They opened their eyes and talked. I'll drive. We don't ride with vampires. Fine, stay here. We do now. Yeah. Come on, Sam, let's get out of here. Burn rubber. Ah! Christ! Burn rubber does not mean warp speed. Climat nocturne, parce qu'il y a beaucoup de scènes qui se déroulent la nuit avec des lumières néons, des fêtes, des concerts et une atmosphère électrique. On peut parler de la ville côtière aussi inquiétante. Donc Santa Carla, qui est inspirée de Santa Cruz, semble ensoleillée le jour, mais devient dangereuse la nuit. Donc il y a un contraste entre le paradis californien et le cauchemar qu'on retrouve évidemment pendant la nuit. Thème de l'adolescence, donc le film parle du passage à l'âge adulte. On peut parler d'un certain coming of age, donc de la tentation, de la liberté et de l'appartenance à un groupe. Et j'aimerais quand même terminer avec l'aspect musical parce que la bande-son est essentielle à l'identité du film. C'est vraiment incontournable. Donc, rock et pop des années 80, très présente, énergique, parfois peut-être kitsch, un peu quétaine, on pourrait dire dans certains cas. Il y a d'autres moments plus marquants. Entre autres, moi, je trouve le morceau le plus marquant, c'est Cry Little Sister de Gerard McCann, qui est le thème principal, sombre, hypnotique, qui résume parfaitement l'esprit du film. People Are Strange, une reprise des Doors, qui est chantée, je pense, par Echo et de Bonnie Moon, donc qui renforce le sentiment de marginalité. Donc, la musique est intégrée aux scènes, donc on y voit souvent des concerts, des fêtes, il y a des moments de tension, donc la musique ne sert pas juste de fond, elle fait vraiment partie du récit. Donc, symbole de liberté et de rébellion, le rock incarne le mode de vie des vampires. Donc, la musique crée une identité sonore forte et ancre le film dans son époque. Les Lost Boys ont été aussi responsables pour la formation d'un duo de jeunes acteurs hyper connus à la fin des années 80 puis au début des années 90. En effet, tous ceux de notre âge connaissent les deux Corey. Pour leur part, c'était leur première apparition commune dans un film, mais de loin d'être la dernière dans leur cas. Corey Haim, qui joue Sam, est pour sa part parfaite. Il est perdu entre l'enfance et l'adolescence. Il joue à merveille l'équilibre entre deux états d'esprit. Il est lucide, mais tout de même créatif, aventurier, mais quand même vulnérable. Listen, buddy, if you're looking for the diet frozen yogurt bar, it went out of business last summer. Actually, I'm looking for a Batman number 14. That's a very serious book, man. Only 5 in existence. 4, actually. I'm always looking out for the other 3. Look, you can't put the Superman number 77s with the 200s. They haven't even discovered red kryptonite yet. And you can't put the number 98s with the 300s. Lori Lamaris hasn't even been introduced. Where the hell are you from? Krypton? Phoenix, actually. But lucky me, we moved here. Corey Feldman, lui, c'est la source d'humour du film. Il joue volontairement gros avec une voix beaucoup trop basse. La majorité de ses répliques sont super quiches. Ils sont livrés avec une assurance, puis c'est ça qui fait que ça fonctionne à merveille. We've been aware of some very serious vampire activity in this town for a long time. Santa Carla's become a haven for the undead. As a matter of fact, we're almost certain that ghouls and werewolves occupy high positions at City Hall. Kill your brother. You'll feel better.
Pour ce qui est de Diane West et de Bernard Hughes, les parents et le grand-père, leur performance est légère mais honnête. Les deux sont là pour créer des situations souvent comiques, mais ils participent un petit peu à l'histoire centrale quand même. Hey, aren't we friends anymore? Sure. Sure. Does that mean, we are, or, We are. We are? Well, then let's act like friends. Let's talk. One thing about living in Santa Carla I never could stomach. All the damn vampires. Puis, il faut que je vous parle de Jason Patric. Mon opinion ici, elle sera peut-être pas la plus populaire, mais je trouve que c'est le point faible du film. Il semble toujours se laisser guider par les autres. Tout toujours en demi-ton. C'est pas mauvais, mais c'est pas vraiment bon non plus. Le problème, c'est que c'est lui, un des deux protagonistes du film. C'est probablement le script qu'il voulait ici, mais en même temps, j'ai l'impression que Michael est en réaction plus qu'en action. Jason Patric devrait prendre contrôle de l'écran puisque c'est la plus grande partie du temps qui est là. Mais pour moi, il s'agit plus d'un figurant dans l'histoire de Sam que du personnage principal du film. I didn't invite you this time, Max. Du côté du groupe de méchants, je vais surtout axer mes commentaires et mes informations sur quelques méchants ou des semi-méchants dans certains cas. Je vais commencer avec le gros méchant, c'est David, joué par Kiefer Sutherland. Kiefer Sutherland qui a eu vraiment une décennie des années 80 super marquante, mais qui a continué ensuite avec des rôles un peu plus adultes dans les années 90 et 2000. Entre autres, si on peut parler dans les années 80 avec Stand By Me, Young Guns, Flatliners en 1990, avant d'aller dans des films comme A Few Good Men, The Three Musketeers, Dark City. Et surtout, dans les années 2000, le rôle marquant de Jack Bauer dans 24 heures chrono, qu'on a connu en français. Donc, ça a été ses rôles marquants. Mais dans sa performance ici, si on veut parler de ça dans Lost Boys, c'est, selon moi, considéré comme un des points forts du film, même si son temps à l'écran reste relativement mesuré. Donc, on remarque tout de suite un charisme immédiat lorsqu'on le voit, très menaçant, sans qu'il parle beaucoup. C'est vraiment dans sa présence, dans ses yeux, puis dans son charisme, qu'on peut déceler quelque chose de vraiment menaçant, au point qu'on se dit, il peut nous sourire, puis tout de suite, par la suite, il va venir nous mordre dans le cou. Donc, pour moi, Kiefer Sutherland, c'est vraiment une valeur forte de ce film-là. Donc, c'est le leader de la gang des jeunes vampires. Donc, dès sa première apparition, il impose une présence très forte, un regard perçant, posture nonchalante, voix calme et chargée de sous-entendus. Il joue beaucoup sur la retenue, ce qui rend le personnage encore plus inquiétant. David n'a pas besoin d'en faire trop pour dominer les autres. Il est naturellement le centre de gravité du groupe. L'une des grandes réussites de sa performance est l'équilibre entre la séduction et la menace. Donc David attire autant qu'il effraie. Sutherland le joue comme une figure de tentation, donc liberté, immortalité, rejet des règles. Il ne force jamais Michael à basculer, il l'invite, presque gentiment, ce qui rend la manipulation d'autant plus efficace. Une icône des années 80, on pourrait dire oui, parce qu'on voit le look, manteau long, cheveux platine, bottes, boucles d'oreilles, et son attitude ont largement contribué à faire de David une figure culte du cinéma vampirique des années 80. Sutherland incarne un vampire très différent des versions gothiques classiques. Il est plus rock, plus urbain, plus rebelle, parfaitement en phase avec l'esthétique MTV de l'époque. Quand la violence éclate, elle est d'autant plus marquante que Sutherland l'avait jusque-là contenue. Ces moments de colère ou de cruauté sont brefs mais intenses, montrant que sous le calme se cache une prédation permanente. Donc, ça a été très marquant pour sa carrière, j'en ai parlé tantôt. Donc, ça l'a amené à jouer des rôles plus prédominants, plus adultes par la suite. Donc, ça, c'est pour notre ami Kiefer Sutherland. Chinese, good choice. Over here, bud. Guess first. You don't like rice? Tell me, Michael, how could a billion Chinese people be wrong? Come on. How are those maggots? Maggots, Michael. You're eating maggots. How do they taste? Je vais parler de Jamie Gertz, qui essentiellement aussi dans les années 80 a tourné quelques autres films, entre autres Crossroads, pas celui Britney, mais celui avec Ralph Macchio.
Less Than Zero avec Robert Downey Jr. entre autres, et 16 Candles, une petite apparition. Mais moi, c'est surtout un rôle que j'ai trouvé plus marquant, c'est Twister en 1996, où elle jouait le rôle là, de la conjointe de Bill Paxton. Donc, c'est un peu là. Et ensuite, elle joue dans des séries, entre autres Ally McBeal et Still Standing dans les années 90-2000. Mais dans ce cas-là, elle jouait le rôle de Star dans Lost Boys, donc plus discrète que Kiefer Sutherland ou Corey Feldman, qui a été mentionné dans Les Gentils. Mais c'est quand même un rôle essentiel dans l'équilibre du film. Donc, c'est une présence qui est comme chaleureuse, réaliste. Donc, elle incarne, comme je disais, Star, et un personnage volontairement plus ancré dans l'humain que le reste du casting vampirique. Sa performance repose sur une douceur naturelle, une vulnérabilité crédible qui contraste fortement avec l'agressivité stylisée du gang de David. Elle donne au film un point d'ancrage émotionnel. It's a rip-off. Hi. If you want your hair pierced, I'll do it. What's your name? Star. Oh, you're folks too, huh? What do you mean? Ex-hippies. I came this close to being called Moonbeam or Moonchild. Something like that. But Star's great. I like Star. Me too. I'm Michael. Michael's great. I like Michael. Want to get something to eat? Okay. Je peux peut-être rapidement parler des autres. Peut-être un principal que je veux peut-être nommer parce que je trouve qu'on avait pressenti un autre acteur avant lui, donc pour le rôle de Max, qui est joué présentement là, dans ce film-là par Edward Herman. On avait pensé à Fred Gwynne, juste si peut-être que ça dit quelque chose. C'est le fameux Judd de Pet Sematary, ou qui a joué un rôle aussi dans Mon cousin Vinny. Ben, je suis très content que Edward Herman joue ce rôle-là parce que je trouve qu'il, selon moi, le fait mieux que ce que peut-être Fred Gwynne l'aurait fait, mais peut-être parce qu'on le connaît déjà comme le rôle, celui qui a joué le rôle de Max. Edward Herman, dans ce cas-là, ben, il joue le propriétaire d'un club vidéo et qui est l'amoureux de la maman des garçons et qui a un rôle un peu effacé et qui devient un rôle un peu plus important sans vouloir aller dans les spoilers présentement. Mais c'est quand même un rôle très, très important. Et je trouve, selon moi, qu'Edward Herman le joue très bien. Et d'ailleurs, si c'est un nom qui vous dit quelque chose, de 2000 à 2007, il a joué le rôle de Richard Gilmore dans Gilmore Girls. Donc, c'est peut-être là que vous l'avez connu. Has everyone gone crazy here? What's the matter with all of you? It was you I was after all along, Lucy. What? I knew that if I could get Sam and Michael into the family, there's no way you could say no. Where's Michael? It was all going to be so perfect, Lucy. Just like one big happy family. Non, rapidement, les autres, Billy Ward qui joue Dwayne, Alex Winter plus connu qui joue Marco, lui on l'a connu dans Bill and Ted Excellent Adventure, donc dans les différentes versions de ces films-là, où il joue Bill Preston, donc il a un rôle culte. Sinon, par la suite, je pense qu'il s'est tourné plus au niveau de la réalisation et il a réalisé des films et des documentaires. Sinon, c'est ça, Alex Winter, pas Alex Winter, mais plutôt Billy Wirth, dans son rôle de Dwayne. Essentiellement, il s'est tourné vers la musique après avoir fait The Lost Boys et Body Snatcher de 93. Du côté de Brooke McArthur, essentiellement, ça a été son plus gros rôle et il s'est dirigé vers la musique et la photographie après. Et c'est le seul de ce groupe de jeunes vampires qui n'est plus des nôtres, qui est décédé en 2015. Les effets spéciaux et les maquillages du film sont, à mon avis, très efficaces et parfaitement utilisés. Fait intéressant, les scènes emblématiques de vol en POV ont été tournées ainsi par manque de budget. C'est impossible de filmer les acteurs en vol à maintes reprises dans le film, donc Schumacher et son DP ont décidé d'y aller avec des shots en POV. C'est devenu la marque de commerce du film. Les maquillages de vampires sont simples et efficaces. Par contre, les lentilles oculaires utilisées à l'époque étaient en verre rigide. Cela a eu pour effet d'irriter les yeux des comédiens qui ne pouvaient pas garder les lentilles dans leurs yeux trop longtemps. D'ailleurs, la larme qui coule de la joue de David lorsqu'il est brûlé à la main, c'était pas prévu, mais Kiefer Sutherland
avait une telle douleur que la larme a coulé toute seule. Schumacher le gardait à l'écran. D'ailleurs, fait un autre fait intéressant, les maquillages de vampires du film ont grandement influencé le look des vampires de Buffy the Vampire Slayer quelques années plus tard. Maintenant, au niveau, si on peut parler des trucs qui ont moins bien vieilli, c'est un peu compliqué parce que ce que Sylvain a mentionné au niveau des effets spéciaux, pour ma part, je trouve qu'il y en a plusieurs qui sont très, très réussis, mais pour certaines personnes, et c'est pas mon opinion nécessairement, peut-être que les scènes de vol où on voit pas nécessairement, ça l'a peut-être dérangé certaines personnes. Peut-être qu'il y en a qui ont trouvé que les maquillages des vampires n'étaient pas très élaborés. Peut-être encore là. Ça peut paraître moins réaliste de peut-être ce qu'on a connu par la suite avec les fameux films qui ont suivi. Pour ma part, encore là, je suis quand même très satisfait de ça, mais je sais qu'il y a des gens qui ont peut-être trouvé ça moins bien. Le style visuel, ça peut être exagéré. Des looks, des lumières, une musique très typée des années 80, parfois un peu kitsch ou quétaine, mais encore là, peut-être que ça ferait son charme. Ça lui donne une identité forte, puis ça explique pourquoi The Lost Boys est devenu un film culte, plus apprécié aujourd'hui pour son ambiance et son style que pour son réalisme. Donc, est-ce qu'on pourrait dire que son côté moins fort ou ses faiblesses en font peut-être quelque chose qui devient culte, plus fort? Point d'interrogation. C'est ainsi que se termine cette pause frayeur. Le temps a passé. Merci de l'avoir passé en notre compagnie. Si vous avez aimé le podcast, n'hésitez pas à me laisser des commentaires sur la page Facebook de la pause et de mettre un petit 5 étoiles dans votre application d'écoute favorite. Encore une fois, merci et je vous dis à la prochaine pause. Le projecteur s'est éteint. L'ombre du film reste dans votre mémoire. Mes battements de cœur ralentissent. Il est temps de retourner au travail. Merci d'avoir passé votre pause avec moi. À bientôt pour une nouvelle frayeur.